à tous. Merci à Dominique et à Carlo pour leur invitation. Bon, moi je dirige un truc qui s'appelle l'Institut de recherche et innovation. J'enseigne à l'Université de Compiègne par ailleurs et en ce moment je pilote avec une petite équipe à Pleine Commune, un programme qui s'appelle Pleine Commune Territoire Apprenant Contributif. C'est un programme qui met l'économie au cœur de l'apprentissage. Mais une économie que nous appelons l'économie contributive. J'en dirai un mot tout à l'heure rapidement, en 10 minutes ça passe très vite. Donc je vous dis tout de suite que si vous voulez en savoir plus et des choses précises, vous pouvez aller sur le site recherchecontributive.org et là vous aurez beaucoup d'informations. Alors qu'est-ce que c'est que la ville apprenante? C'est d'abord la ville réapprenante. Il faut réapprendre à vivre. Il faut réapprendre à produire. Il faut réapprendre à penser. Et penser, je l'écris avec un A. Pourquoi? Parce que nous avons désappris. Nous vivons depuis 250 ans, c'est-à-dire depuis l'apparition de ce qu'on appelle maintenant l'Anthropocène, un immense processus de désapprentissage. Nous pensons que la ville de demain, c'est une ville qui doit mettre en place une méthode de réapprentissage, c'est-à-dire de désintoxication et de mise en place de nouvelles thérapeutiques, dont l'économie est un aspect. Mais l'économie n'est pas forcément l'économie entrepreneuriale. Il y a toutes formes d'économie. Et je dirais que la première économie, c'est ce que Freud appelait l'économie libidinale. Si nous ne réarticulons pas la question du désir et la lutte contre le devenir pulsionnel de l'économie, qui est une catastrophe. Et cette catastrophe, c'est l'objet du texte qui a été publié par 15 000 chercheurs il y a 3 jours dans Bioscience. Eh bien, nous allons, comme vous le savez, non pas en 2067, ce sera non pas la ville apprenante ou je ne sais pas quoi, mais l'apocalypse. C'est ça que disent ces gens-là. Chaque fois qu'on dit ça, on dit « Ah, ça y est, un apocalyptique, un mélancolique ou je ne sais pas quoi ». Je suis comme Cynthia Fleury, moi je suis mélancolique, mais je pense que la mélancolie, c'est ce qui permet de penser. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Aristote. Donc, et pas seulement Aristote, bien entendu. Donc, arrêtons de faire de la dénégation. Ce qui se prépare dans 50 ans, c'est une catastrophe, si nous ne faisons rien. Donc, prenons le problème par les cornes et qualifions-le. Nous proposons de le qualifier comme une question de déprolétarisation. La grande pensée de Karl Marx a été de décrire l'avenir du capitalisme industriel comme un processus de prolétarisation généralisée. Karl Marx avait expliqué dès 1848 que Alan Greenspan, le 23 octobre 2008, allait expliquer devant le Sénat américain qu'il était prolétarisé. Parce que c'est ce qu'il a fait pour justifier les incroyables catastrophes financières qu'il a provoquées, notamment avec le trading automatisé, etc. Il faut entrer dans un processus de déprolétarisation qui est un processus que nous appelons aussi, en nous référant à Amartya Sen, un processus de capacitation, de capabilities. Et là, je croise tout à fait ce que disait Cynthia Fleury tout à l'heure sur la cité capacitante. Un territoire apprenant contributif, c'est un territoire capacitant. Maintenant, il faut poser quelques questions, je dirais, de méthodes fondamentaux, de méthodes fondamentales, des questions fondamentales de méthode, excusez-moi. Quand on se pose la question « Que sera la ville en 2067 ?» n'importe quelle personne honnête ne peut que répondre « Je ne sais pas ». Les gens qui vous disent « Je sais ce que sera la ville de 2067 » sont des escrocs, il y en a plein, hein. C'est un business, ça. Mais la seule réponse sérieuse, c'est de dire « Je ne sais pas ». Et la ville capacitante, c'est celle qui sera capable de dire « Je veux que ça devienne ça ». La question, c'est de vouloir, ici. Vouloir, savoir et pouvoir, Roland Barthes avait écrit un très beau texte là-dessus, doivent s'articuler, se réagencer autrement. Pourquoi se réagencer autrement? Parce que depuis les 50 dernières années, c'est-à-dire depuis 1967, année de publication du droit à la ville d'Henri Lefebvre, eh bien, nous avons appris que la technique est une question fondamentale. La technique, nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle sera, mais nous pouvons par contre identifier ce que André Leroi-Gourhan appelait des tendances, les tendances techniques, qu'il a étudiées en Sibérie, enfin bref, dans une démarche ethnologique, et dont il a publié les résultats en 1943 dans Milieu et technique, qui est un texte absolument fondamental que vous devez absolument lire si vous voulez sérieusement vous poser la question qu'est-ce qu'on peut vouloir pour 2067. Dans ce texte, Leroi-Gourhan dit qu'il faut distinguer deux choses. Les tendances techniques, il y a des tendances. Et puis les faits techniques.
qui ne réalisent jamais les tendances complètement. Les tendances techniques, elles sont induites par exemple la loi de Moore. Qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui consiste, qui n'est pas une loi d'ailleurs, c'est une stratégie industrielle de Intel qui consiste à poser qu'on peut multiplier la mémoire par 2 tous les 18 mois. En fait, c'est une activité performative de l'industrie américaine qui va réaliser effectivement cette tendance technique à son profit, sous la forme de ce que André Leroi-Gourhan appelle des faits techniques. Les faits techniques, c'est la manière dont les entreprises s'approprient les tendances. Je vous donne un exemple. Total s'approprie les énergies nouvelles en achetant des entreprises pour les tuer. Ça, c'est une façon de s'approprier la tendance négativement, parce qu'on peut se l'approprier en luttant contre la tendance. Et c'est là, généralement, c'est d'abord en luttant contre la tendance qu'on s'approprie une tendance. Alors, je pense qu'un territoire apprenant, une métropole apprenante, doit d'abord comprendre que sécréter une volonté de la ville, c'est transformer une tendance technique en un fait technique voulu par les habitants. Et ce que j'appelle les habitants, c'est aussi bien les gens qui dorment sur les trottoirs que les grands groupes qui ont leurs sièges sociaux à tel ou tel endroit, comme par exemple la pleine commune. Pour ça, il faut revenir sur des questions qui sont le fonctionnalisme et ce que j'appellerais le multifonctionnalisme comme néofonctionnalisme. Le fonctionnalisme, en 1967, domine, c'est la charte d'Athènes, etc. Aujourd'hui, nous devons mettre en place ce que j'appelle moi plutôt un néofonctionnalisme, pas simplement un multifonctionnalisme, où l'habitant a une fonction. L'habitant, je dis l'habitant, je parle de l'habitant primaire, et une fonction qui est de produire une volonté locale. Alors comment est-ce que ça peut se faire, ça? Je vais très vite, il me reste 4 minutes, c'est ça? Et j'y viens. Comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien d'abord en lisant Alfred Lotka, qui est un biologiste et qui a inspiré beaucoup Nicolas Georgescu-Roegen, qui est un économiste. Alfred Lotka disant il faut repenser toutes les formes de vie humaine. La forme de vie humaine, c'est une forme de vie qui est constituée par des organes artificiels. Ces organes artificiels, ils peuvent produire de la négantropie, c'est-à-dire de la diversité, de l'avenir, de la richesse, mais aussi de l'entropie. Dans le langage de Socrate, ce sont des pharmacas. C'est le pharmacone qui peut produire qui est à la fois remède et poison. Une politique de la ville demain, c'est une politique du pharmacone. C'est une politique qui doit prescrire des thérapeutiques. À travers quoi? Eh bien, à travers une économie. L'économie n'est pas un secteur à part dans la ville de demain, c'est le cœur de la ville. Mais l'économie n'est pas forcément que l'économie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et par rapport à cela, Dominique me disait, il faut que tu parles de l'emploi. Oui, j'y viens. La grande question de cette économie, c'est comment on fait quand l'emploi est en diminution. Car maintenant, il n'y a plus de débat là-dessus. L'emploi va diminuer. Il y a beaucoup de débats sur à quel niveau il va diminuer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va diminuer. Par exemple, l'OCDE dit oui, en fait, ce sera 9% d'emplois qui vont disparaître. Voilà. Les chiffres qui étaient donnés au départ étaient beaucoup plus importants. Mais la vraie question, ce n'est pas tellement de savoir si l'emploi va diminuer. Moi, je pense que si l'emploi diminue, c'est très bien parce que ça va le remplacer par quelque chose que nous appelons le travail. Ce que je veux dire, c'est que la question de demain, c'est de repenser complètement la redistribution de la richesse à travers une autre économie qui n'est plus basée sur l'emploi, parce qu'il est en train de diminuer, mais sur la valorisation du temps libéré par les automatismes pour produire du travail. Un travail qui n'est pas forcément financé par un emploi, mais qui est financé par exemple par ce que nous appelons un revenu contributif, qui n'est pas le revenu minimum d'existence, qui est un revenu qui reprend le concept, le modèle des intermittents du spectacle et qui valorise la capacitation, qui le valorise de manière structurelle. Par exemple, en ce moment, sur Pleine Commune, j'étais en retard ce matin parce que j'étais auditionné par la Caisse des dépôts et le Commissariat général à l'investissement pour un programme de PIA. À Pleine Commune, nous travaillons avec Rêve de Seine-Urbaine, qui est un groupe de 30 grandes entreprises, à essayer de penser un développement à échéance de 10 ans, après le village olympique, d'une ville vraiment négantropique. La ville durable, ce qu'on appelle la ville durable, c'est une ville qui lutte contre l'entropie. Contre l'entropie thermodynamique, contre l'entropie biologique, c'est-à-dire la réduction de la biodiversité, et contre l'entropie informationnelle, c'est-à-dire la crétinisation de masse dont le patron mondial s'appelle Donald Trump. Et ça, c'est une possibilité qui repose sur repenser l'infrastructuration, en particulier des échanges entre les individus. C'est pour ça que nous travaillons aussi avec Orange, Dassault Systèmes et quelques autres entreprises à développer de nouvelles plateformes numériques qui sont basées sur les algorithmes mis au service de l'aide à la délibération collective et d'une véritable intelligence structurelle de la ville apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut repenser absolument toutes les catégories au regard de la valorisation de la lutte contre l'entropie. Toutes les catégories du PIB, etc., sont basées exactement sur le contraire. Elles valorisent l'entropie, ce qui est une catastrophe absolue. C'est ce que nous disent les 15 000 chercheurs en question. Et ça veut dire repenser la ville comme une cellule
exorganique, c'est l'expression d'Alfred Lotka, l'exorganisme, les organes exosomatiques, comme une cellule qui va lutter contre ses propres tendances à produire de l'entropie pour produire une négantropie. Il faut le valoriser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, nous travaillons avec la Société Générale à définir de nouveaux indicateurs économiques. Nous discutons maintenant avec la Cour des comptes pour le faire, la même chose pour l'évaluation des politiques publiques, et pour faire en sorte que les critères de valorisation soient le long terme dans la lutte contre ce que le GIEC appelait anthropic forcings. Qu'est-ce que ça veut dire? Anthropique, là c'est écrit avec un A et un H. C'est quand l'homme, par son action, produit de l'entropie. Voilà. Et nous disons, nous, qu'il faut produire de la neganthropic policy, c'est-à-dire une politique de la négantropie qui repose sur ce que nous appelons aussi une néganthropologie. Je voudrais saluer Richard Sennett parce qu'il nous inspire beaucoup dans ces questions. Tout ce travail qu'il a fait sur le travail, justement, sur le savoir du corps, etc., est crucial dans toute cette démarche. Merci de votre attention.